Alors, je vous avais promis une vidéo sur les sondages où je vous expliquais que voilà, là en ce moment c'est les élections législatives, on voit des sondages partout, on voit des résultats, enfin on prend les sondages comme si c'était une vérité absolue alors que pas du tout. Je vous avais justement promis une vidéo où je vous parlerai de ça, sauf que bah, avant même, après même que je vous ai dit ça, donc avant que je vous fasse ces promesses-là, on avait le vidéaste Defacator. Souvent j'ai lu son titre Defecator, ce qui est pas incroyable en termes de bon goût, mais ouais, Defacator, voilà, je le prononce bien pour une fois. Donc Defacator a fait cette vidéo qui s'appelle Tuto on démonte les sondages. Là, je crois que normalement on la voit. Donc dans cette vidéo, en fait, il explique que les sondages, au final, il faut s'en méfier et que les médias en font un usage un peu abusif. Hein, parce qu'en ce moment, on est en plein dedans, hein, vraiment, les sondages. Il y en a partout, il y a tous les instituts qui en font. Je crois qu'il y a 4 instituts principaux qui en font. Je vais donc dans cette vidéo, enfin, je vais pas nécessairement vous dire pourquoi est-ce que dans la théorie, pourquoi est-ce que les sondages, il faut s'en méfier. Je vais vous montrer un sondage qui a été fait par Harris Interactive, qui est un des nombreux instituts de sondage qui se sont chargés de cette question-là. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment aller au fond, regardez la vidéo de Defacator qui fait 40 minutes à peu près, mais ça vaut très largement le coup. C'est pas comme une vidéo commentaire comme ce que je suis en train de faire maintenant, c'est vraiment scripté, écrit, bien monté avec des images, des illustrations, des arguments. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir pour vraiment comprendre à quel point les sondages ça peut être très très biaisé. Après, pour être honnête avec vous, je ne pense pas que les sondages, alors bien évidemment, on va en reparler en détail au fil de la vidéo, mais les résultats de sondages qu'on a en ce moment, typiquement qui placent dans l'ordre le RN, le Nouveau Front Populaire et la majorité présidentielle, majorité à 20%, voilà, ça va, ils sont passés de 18 à 20. Voilà, on peut commencer peut-être à non, non, mais, non, non, même en essayant d'y aller vraiment avec des grands mots, impossible de qualifier ça de majorité. Vous m'excuserez, je prends mon café, je n'ai pas eu l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors, donc voilà, la vidéo de Defacator, mais comme je vous le disais, je ne pense pas que les sondages vont se tromper à 100%. Je pense en tout cas que, on va en reparler au fil de la vidéo, que il y a quand même une marge d'erreur assez conséquente pour la simple et bonne raison que les élections ont été faites à la hâte. Donc les sondages sont faits à la hâte également. Un sondage, ça se... Voilà. On va parler de la théorie et de la pratique, mais avant ça, j'aimerais qu'on commence déjà avec un article du Monde. Alors, les estimations en voie dévoilées à 20h. J'en profite pour vous annoncer que à 20h, donc le dimanche à 20h, ça sera le moment où on va commencer à avoir les premiers résultats. Je vais vous expliquer précisément comment ça se passe. On va se pencher sur cet article du Monde, pardon. Mais à 20h, on va sur cette chaîne, donc il n'y aura pas de vidéo dimanche, il y en aura une samedi, il n'y en aura pas une dimanche. Pourquoi? Parce qu'on va faire un live qui va commencer, je l'espère, vers 19h. Comme ça, à 20h, on commence à voir les résultats fiables. Et voilà, au fil de la soirée, on aura les résultats. Comme ça, on pourra voir. Donc, ça sera un live sur cette chaîne. Comme ça, vous pourrez assister en direct avec moi. Je devrais plutôt dire avec nous aux résultats des élections législatives et on pourra commenter dessus. Alors, je vais être avec. Je ne l'ai pas dit pour l'instant s'il souhaite que je lui en parle, mais ça va être avec un invité. Ceux qui fréquentent un petit peu les milieux droitosphère sur TikTok, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà qui c'est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion. Voilà, c'est un pote à moi que j'ai invité. Comme ça, on va faire ce live. Ça va être très cool. Donc, retenez aux alentours de 19h. Ça va être dimanche aux alentours de 19h. Voilà, on va faire un live tranquille comme je faisais l'année dernière. Un live tranquille, on sera posé avec du café ou que sais-je, on sera posé pour parler, commenter en direct les résultats. Ça sera très cool. Donc si vous voulez avoir, on va dire, une émission comme ça que vous pouvez regarder par rapport à la politique, mais que soit vous n'avez pas de télé, soit vous n'avez pas envie de regarder à la télé, eh ben vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Comme ça on commentera ensemble, on verra ensemble, on pourra s'intéresser aux résultats des élections. Voilà. Donc j'ai fait ma pub. Maintenant on va passer directement à l'article du Monde. On va voir exactement comment est-ce que ça va se passer. Alors, à 20h précises, les derniers bureaux de vote des grandes métropoles ferment leurs portes, levant l'interdiction de diffuser des résultats. La plupart des médias souhaitent alors donner à leurs électeurs le résultat du scrutin, avec les pourcentages nationaux obtenus par chaque parti ou coalition. Pour cela, les instituts de sondage réalisent des estimations fondées sur les résultats d'un nombre défini de bureaux qui jugent représentatifs du vote des Français. Représentatif, gardez en tête ce mot, le mot en R, représentatif, c'est de loin le mot le plus important quand on parle de sondage, ça va être très pertinent pour la suite. Comme l'Institut français d'opinion publique, IFOP, ou Harris Interactive, Ipsos, qui produit l'estimation Ipsos Talent pour divers médias, Talent,
j'en sais rien, utilise cette méthode. L'Institut envoie ses enquêteurs dans près de 600 bureaux constituant leur échantillon. Chacun d'entre eux assiste au dépouillement et transmet. Numéro 1. À la fermeture du bureau, l'information du nombre de votants pour estimer l'abstention. 2. Au bout de 200 premiers bulletins dépouillés, un résultat partiel avec les scores obtenus pour chaque candidat. 3. À la fin du dépouillement du bureau de vote, l'ensemble des résultats. Déjà là, on commence à avoir un problème. Si j'étais dictateur, ce qui va sûrement un jour arriver, votez pour moi, hein, vous savez, on peut voter pour qui on veut. Si jamais je suis dictateur, j'interdirais, pas les sondages bien évidemment, parce que c'est toujours intéressant d'en parler, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les Français comptent voter, mais j'interdirais cette pratique. Typiquement, j'interdirais de manière catégorique à tous les médias de parler de résultats non officiels, parce que c'est complètement problématique. Hein. On se rappelle, c'était en 2022 où Mélenchon, d'abord il était très bas, ensuite il était très haut et ensuite très bas. Cette pratique, elle ne sert complètement à rien. Et au final, ça fait que une espèce de hocher qui permet aux gens d'attendre les résultats des élections. Ces élections-là, il y aura très peu d'abstention. Pour des raisons qu'on va évoquer par la suite, il y aura très peu d'abstention. Ça va être des élections très spéciales. Je pense que ça va être les élections pour beaucoup d'entre nous, hein, à part, donc je mets de côté 2002 bien sûr, puisque beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Mais pour les gens de ma génération et la génération qui va venir après, donc typiquement les gens qui sont nés après les années 2000, ça va être l'élection la plus importante, de très loin. Et sera talonnée par celle de 2027. Donc il y aura très peu d'abstention, ça va être un scrutin qui sera très particulier, donc c'est quand même... Il n'y a aucune chance qu'avec cette technique-là, on ait quelque chose de représentatif. Je pense que la soirée va être très très secouée, parce que dès qu'il y aura les premiers résultats, alors je veux pas être alarmiste, hein, mais dès qu'il y aura les premiers résultats qui vont tomber, eh bien, on aura des manifestations, que ça soit d'un camp ou de l'autre. Mais il y a un des deux camps, la gauche, qui est beaucoup plus efficace et qui en termes d'organisation, qui peut se déployer beaucoup plus rapidement. Donc on va voir comment ça va se passer. Je veux pas être alarmiste, mais je parierais aisément sur des émeutes. En tout cas, à Paris et à Lyon. Puisque Paris, voilà, c'est Paris, c'est historiquement la ville avec le plus, où la population est le plus concentrée. C'est la ville où il y a le plus de gens de gauche. Donc statistiquement, il y a plus de gens qui sont ultra radicaux, donc typiquement des antifas, tout ça, qui vont vouloir casser des trucs. Les banlieues, peut-être qu'on aura des émeutes dans les banlieues, je ne sais pas. À Lyon, c'est une dynamique qui est très similaire à celle de Paris, c'est-à-dire, mais on a autant des gens qui sont vraiment très à gauche et vraiment très à droite. Le groupe qui a été dissous, enfin qui va être dissous, les Remparts. Par exemple, il y a pas que, il y a beaucoup de gars qui sont identitaires, qui n'hésiteraient pas à aller dans la rue pour aller casser de la gueule aux antifas parce qu'ils savent très bien que là, les antifas ils seront de sortie. Donc voilà, vous voyez très bien que j'essaie de prendre des pincettes, hein, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Tout ça c'est juste pour vous dire que voilà, on aura dans ces deux grandes villes, qu'importe les résultats, il va y avoir des violences. Donc faites attention. Allez en manifestation si vous voulez, mais faites quand même attention à vous, il y aura des violences d'un côté comme de l'autre. Donc ensuite, voilà, donc on voit comment ça va se passer. Donc à partir de 20h le dimanche, quand les résultats vont commencer à tomber, encore une fois une technique qui est très largement contestable. En tout cas, mon pote et moi, on se fera un plaisir d'essayer de décortiquer tout ça, mais il faudra quand même que vous gardiez ça en tête, hein. Le fait que les résultats vont changer radicalement pendant toute la soirée, je pense qu'on aura des gros écarts, limite d'une dizaine de minutes à l'autre, parce que c'est des résultats qui vont échapper à toutes les techniques de décryptage qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Alors, on poursuit l'article du Monde. Il ne s'agit pas d'un simple comptage. Dans le cas d'Ipsos, environ 70% des bureaux de l'échantillon ferment à 18h, 5 à 10% à 19h et le reste 20 à 25% à 20h. Alors, je continue l'article avant de commenter. Sachant qu'il faut environ 1 heure pour dépouiller l'intégralité des bulletins d'un bureau, moins si l'abstention est élevée, les instituts ne disposent à 20h ni des résultats partiels des bureaux qui viennent de fermer, ni même des résultats complets de ceux ayant fermé leurs portes à 19h. À chaque fois que des décomptes s'ajoutent, les algorithmes affinent les estimations. Voilà. Donc vous comprenez comment ça se passe. À 20h, officiellement, tout le monde a le droit de commencer à déclarer des résultats. Ce qui n'est pas très représentatif. Peut-être sur une commune de 1500, voire de 10 000 habitants, peut-être que 200, moi je pense que 200 c'est représentatif. Sauf que pour d'autres circonscriptions, pardon, je crois que j'ai dit commune, pour d'autres circos, là ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça va être beaucoup moins aisé, hein. Une circonscription de 15 000 allez, on va dire 50 000 habitants, je sais même pas si ça existe, une circo de 50 000,
200, 300, c'est clairement pas représentatif. Et là, on en vient au cœur du problème. Donc, la représentativité, qu'est-ce que c'est? Quand on a, par exemple, une population d'1 million, on considère que si cette population d'1 million, si tu interroges 10 000 personnes de cette population d'1 million, eh bien, parmi ce groupe de 10 000 personnes, tu auras les mêmes résultats. En tout cas, la différence sera négligeable. Les mêmes résultats que si tu poses la question à cette population d'1 million de personnes. Donc, plus ce chiffre est élevé, plus la population est représentative. Pour aller dans l'extrême, c'est comme si... Alors, pour un extrême qui est pas du tout représentatif. Donc, si je prends une population de 10 millions d'habitants, et que je prends 2 gars et je leur pose la question, je leur demande, est-ce que vous battez votre femme? Et il y en a un qui dit non, tu m'as pris pour qui? Et l'autre, il dit oui, je bats ma femme, il le dit fièrement. Donc là, je pourrais dire, sur les 1 million d'habitants de cette ville, bah 50% battent leur femme tous les jours. Voilà. Donc, c'est l'extrême. Si vraiment on prend un échantillon qui n'est pas du tout représentatif. Par contre, dans cette population d'1 million, on pose la question aux 1 million de personnes, eh ben là, on va trouver une représentativité exacte. Mais si on pose la question à 10 000 personnes, eh ben là, on trouvera quand même quelque chose de représentatif. Ça, c'est le mot d'ordre. Donc, on nous parle sur des circos de plusieurs milliers d'habitants de résultats à partir de 200 personnes. Je ne pense pas que ça va être représentatif. Donc, on va voir de toute façon comment ça va se passer. C'est des considérations un peu connards. Alors, il y avait un autre passage que je voulais vous lire par rapport au monde. Alors, ça, on est bon. Ce système comporte une faiblesse puisqu'il s'appuie sur des dynamiques de vote constatées dans les bureaux qui ont déjà fermé pour les projeter sur ceux qui ferment à 20h. C'est ça le problème principal. Merci le monde d'avoir dit ça. Or, ce ne sont pas toujours les mêmes. Si les résultats de bureaux de vote ferment à 18 et 19 se retrouvent d'être 10 points au-dessus pour un parti ou un candidat que lors de précédentes élections, mais que la dynamique est différente dans les métropoles fermant plus tard. La première estimation donnée à 20h risque d'être erronée avant d'être affinée ensuite. Ce scénario est rare, mais s'est produit au premier tour de la présidentielle 2022. Les estimations du score de Jean-Luc Mélenchon avoisinaient 18 à 20%, 18% à 20h avant de remonter au cours de la soirée pour approcher des 22% à mesure qu'étaient pris en compte les résultats des grandes villes où il a fait de meilleurs scores. Voilà, c'est que il est très difficile d'obtenir un échantillon qui sera vraiment représentatif en France. On a des circonscriptions, on l'avait vu pendant les Gilets jaunes, on l'avait même vu pendant les élections de 2022, on l'a vu dans les dernières élections européennes de 2024, il y a un énorme fossé entre la France périphérique, la France rurale, la France des villes moyennes et la France des grandes villes. Et surtout, la France périphérique, des quartiers qui sont plus aisés. Ces quartiers-là, ils vont plus avoir tendance, puisqu'ils ont une population qui est vieillissante, une population de propriétaires, ça va plus être des gens qui vont voter pour la majorité présidentielle. Donc voilà, on a ce fossé. Si on n'avait pas ce fossé, on n'aurait pas tant de polarisation que ça. Polarisation, c'est-à-dire que les votes se concentrent autour de pôles bien précis. Pour moi, ce n'est pas nécessairement positif ou négatif. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un certain aspect négatif dans le sens où les médias font tout pour polariser l'opinion publique. Ça, par contre, je suis d'accord. C'est pas pour faire le gaucho, mais je suis d'accord sur le fait que les médias sont trop alarmistes et que ça, je pense que ça a pu contribuer. Après, je suis pas si... disons que cette idée selon laquelle c'est à partir de ce que tu vois dans les médias que tu forges ton opinion politique, j'y crois moyen parce que... je pense que les gens vont vers des médias qui sont d'accord avec eux. Typiquement, moi je suis de droite, je vais aller vers CNews. Moi je suis de gauche, je suis de gauche dans une population de grandes villes. Je vais lire l'Humanité, je vais lire Libération. Je suis plus vieux, je viens d'une vieille gauche, je vais aller lire Marianne. Quoi encore? Voilà, je suis issu d'une population, je suis un citadin, je suis modérément de droite, je vais aller lire Le Figaro. Je suis catho, je vais aller lire La Croix, Famille chrétienne. Voilà. Donc je pense que les gens se dirigent naturellement vers les journaux avec les lignes éditoriales qui correspondent à leur propre sensibilité. Je ne pense pas, je n'ai jamais cru à cet archétype qui est dans la tête de tout le monde, même de manière inconsciente, selon lequel... cet archétype de développement de conscience politique selon lequel quelqu'un qui n'est pas du tout politisé, d'un coup il va se mettre à lire Le Monde, d'un coup il va se mettre à lire l'Humanité, et il va immédiatement devenir de gauche. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font tes idées politiques, ta classe sociale, tes fréquentations, et je pense surtout les gens politisés autour de toi. Parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que
si on n'est pas tous d'accord, on a tous forcément vu des exemples. Il y a des gens parmi nous, comme ça, qui sont beaucoup plus politisés que les autres, qui vont dans une discussion entre 5 personnes, cette personne-là, ce qu'on peut appeler un leader d'opinion, cette personne-là, elle va monopoliser la parole à 50-60%, c'est elle qui va parler le plus, et qui va le plus influencer les gens, parce que ça va être une personne charismatique, ça va être, ou alors une personne militante. Sachant que quand tu es militant, et c'est pour ça que j'ai invité Madame Ophélie Delnest sur ma dernière vidéo à parler, parce qu'elle a un profil de militant, mais les gens qui sont militants ont beaucoup plus de choses à dire que quelqu'un qui est politisé en lisant des articles, en lisant des bouquins. Voilà, donc on a je pense que c'est la dynamique principale aujourd'hui. Et il y a évidemment, on ne peut pas ignorer l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglophones, c'est le fait que le RN fasse beaucoup plus de votes qu'aujourd'hui, fasse plus de votes aujourd'hui qu'avant. C'est parce que on a cette, on va pas parler, ça sert pas à grand chose de parler de pourquoi est-ce que le RN a autant de succès aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de facteurs, mais je pense qu'un des facteurs principaux, c'est que les gens, ils en ont un peu marre des politiciens traditionnels. Et surtout, ils en ont marre qu'on les traite, qu'on les insulte pour leurs idées. C'est pour ça qu'il y en a qui sont favorables. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y en a qui sont favorables à la privatisation des médias. Parce qu'ils en ont un petit peu marre de financer des médias avec leurs impôts. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. De financer des médias comme France Inter et d'autres médias qui ont plus une sensibilité de centre-gauche, sans vouloir rentrer dans un positionnement quelconque. Ces médias-là, en fait, ils insultent directement les gens qui ont des sensibilités proches du RN, alors qu'aujourd'hui, ils forment plus d'un tiers de la population française. Je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol. Voilà, c'est pour vous dire, il y a plein de choses qui peuvent délimiter, qui peuvent déterminer les opinions politiques de quelqu'un. Peut-être sujet d'une future vidéo, là j'en ai déjà suffisamment parlé. Donc, voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a d'énormes fossés entre tous ces types de populations. Donc les gens aujourd'hui ils sont plus politisés pour la même raison. Je pense qu'avant les gens étaient politisés, il y avait un schéma typique, voilà, soit tu étais amené de par tes études, ta formation à t'intéresser à la politique, ou alors parce que ça t'intéressait, tu passes du temps à lire des trucs, au final tu finis par te politiser. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a deux choses qui font plus le vote. Je pense qu'il y a le facteur identitaire, que ce soit à droite ou à gauche. Donc voilà, il faut vraiment que j'en fasse une autre vidéo, je crois. Le facteur identitaire et le facteur du j'en ai marre, les émotions des gens, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. J'entends beaucoup de gens critiquer le populisme. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à utiliser le mot populisme de manière négative. Voilà. Alors, on va revenir à cet article du Monde. Donc, pour l'article du Monde, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Alors, il y a ce paragraphe-là que je voulais vous lire. Des projections en siège très très fragiles. Très très fragile, périlleux, à prendre avec beaucoup de prudence, entre guillemets, nous dit l'article du Monde. Tous les sondeurs que nous avons interrogés s'accordent sur les limites des projections en siège diffusées le soir du premier tour. C'est comme si on ouvre les guillemets, c'est comme si le soir du premier tour de la présidentielle, on essayait de donner le score du deuxième tour, nous expliquait déjà en 2022 Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP, qui reconnaissait qu'il existe une pression médiatique et politique très forte pour qu'il y ait des projections en siège malgré une fiabilité limitée. Contrairement aux estimations nationales en pourcentage qui se fondent sur les résultats réels de centaines de bureaux de vote, la projection en siège se fait sur la base d'enquêtes d'opinion. Harris Interactive interroge 6000 à 7000 personnes le jour du scrutin pour connaître la sociologie du vote, les motivations des électeurs et les comportements électoraux potentiels dans le cadre du second tour. Alors, à cet égard, oula, ma voix fait n'importe quoi. C'est la même chose à chaque fois que je bois du café, j'ai l'impression. Alors, donc, à cet égard, on va justement aller voir directement le rapport du sondage de Harris Interactive. Mais la sociologie du vote, je pense que ça va être le critère sur lequel on aura le moins de surprises. Les gens les plus pauvres vont voter pour le Rassemblement national. Les gens des populations les plus aisées vont voter pour la majorité présidentielle. Les gens des populations les plus urbaines vont voter pour le nouveau Front populaire. Voilà. Je pense que là-dessus, je viens de rien dire de controversé. Si vous pensez qu'en disant ça, je donne la part belle au Rassemblement national et je me positionne en leur faveur, non, c'est comme je vous l'ai dit, moi je suis chroniqueur politique indépendant, je fais ma popote de mon côté, j'en ai pas grand chose à faire de qui je soutiens. De toute façon, les gens savent exactement pourquoi, enfin il y a certaines personnes qui savent pourquoi est-ce que je ne soutiens aucun parti.
Voilà, non, c'est que si vous pensez que c'est un aveu de soutien, non, c'est que vous avez rien compris au développement de la politique depuis 2015, depuis 2011-2015 hein, pratiquement. Donc on a ce constat, c'est que les gens des classes populaires, en particulier de la France périphérique, ceux qui ont voté pour les Gilets jaunes, oula, je raconte n'importe quoi. Ceux qui se sont mobilisés avec les Gilets jaunes, ceux qui ont adhéré à leur message, c'était des gens essentiellement de la France périphérique, des gens qui étaient abandonnés par le gouvernement et qui ont été abandonnés par la gauche. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentaient. Alors, on va aller voir maintenant directement le sondage, donc le rapport du sondage de Harris Interactive. Donc, élection législative 2024, baromètre d'intention de vote. Alors, ça date, ce sont les opinions du 26 juin 2024. Aujourd'hui, on est le 28. Est-ce que vous pensez qu'on aura tant de changements que ça? Je ne pense pas. Pour ma part, je ne pense pas. Alors, on va parler de chiffres. Ça va être un peu chiant, donc je vais prendre ma dose de nicotine, ma dose de caféine. La nicotine, c'est pas bien, les gens. Alors. Donc là, on a ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Alors, on va aller voir directement ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je crois que la résolution de la vidéo, c'est du 720p. Donc, il y a des chances que vous n'arrivez pas à lire les numéros. Donc, ici, concrètement, je vais vous faire une lecture. Alors, on a à peu près 2000 personnes qui ont été interrogées. Là, clairement, on a 2251 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2014 personnes inscrites sur les listes électorales françaises. Donc 18 ans et plus, bien évidemment, c'est les gens qui ont l'âge de voter. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire redescendre le droit de vote, comme pensent beaucoup de gens à gauche? La droite se prononce assez rarement là-dessus. Est-ce que vous pensez que 18 ans, c'est pas assez pour voter? Il y a plein de facteurs qu'on pourrait prendre en compte, hein, notamment le fait que à 18 ans, certes, tu entres dans l'âge adulte, mais tu entres surtout dans les études. Hein. La plupart des Français aujourd'hui, ils choisissent surtout de faire des études, que ce soit des études plus générales ou des études professionnelles pour vraiment se professionnaliser. Donc, t'es pas vraiment à 100% dans le marché du travail. C'est une question qui est très intéressante. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez au contraire, est-ce que vous pensez que 18 ans, c'est un âge idéal pour pouvoir voter? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il faut un âge par exemple à 21 ans comme dans certains pays, ou alors est-ce que vous pensez qu'il faut redescendre l'âge de vote, de l'âge pour voter? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est une question très intéressante et honnêtement, là c'est considération personnelle à 100%, je ne me suis jamais positionné là-dessus, je n'ai jamais réussi à me positionner là-dessus parce que c'est quand même, après si jamais tu es de droite, forcément tu vas pas vouloir qu'on abaisse l'âge de la retraite parce que les gens qui sont dans cette tranche entre 16 et 20 ans, ils ont tendance à être plus de gauche. Ensuite, on va rentrer là-dedans dans ce que je vous disais. Donc là, on a 2200 à peu près et on se situe donc dans un intervalle de 2000 interrogés. 2000 interrogés, voilà. Donc, ici, ce qui est bien, c'est là où on reconnaît les bonnes études statistiques, il y a toujours des notes de lecture. Je vais vous lire la note de lecture qui permet de se positionner, qui permet de comprendre le tableau. Dans le cas d'un échantillon de 2000 personnes, ce qui est notre cas aujourd'hui, si le pourcentage mesuré est à 10%, la marge d'erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chances que le pourcentage réel soit compris entre 8,7 et 11,3, donc plus ou moins 1,3 points. Plus tu interroges de gens, plus ce pourcentage, plus cette marge d'erreur diminue. Et bien évidemment, l'idéal, c'est d'interroger la quasi-totalité donc de la population française. C'est infaisable, donc forcément, tu vas pouvoir interroger qu'une partie. Mais sur une population française, le fait d'interviewer 2000 personnes, le fait d'interroger 2000 personnes, je ne pense pas que ça soit suffisamment représentatif. Et même ce rapport nous le dit. Regardez, là, on est à une marge d'erreur de 1,3 points. Une marge d'erreur de 1,3 points, si cette marge d'erreur s'applique autant au RN qu'au Nouveau Front Populaire, on ne sait pas qui risque le plus d'être en tête. Il suffit que les sondages se trompent. Par exemple, je sais pas, imaginons qu'il y ait une différence de 2 points entre les deux dans les sondages. En réalité, si vraiment c'est représentatif, ça va peut-être se traduire par une différence de 2,6 points qui va faire monter le NFP en haut par rapport au RN. Donc on a quand même cette possibilité et je pense, encore une fois je vous dis que encore une fois ce n'est pas
un aveu de soutien. Je pense que la gauche peut réellement l'emporter face au RN. Et surtout, je me suis amusé à calculer les résultats des partis du NFP aux élections européennes. Ils étaient de 0,2 points supérieurs au score qu'avait fait le NFP. Au score qu'avait fait le RN, pardon. Donc on a, en termes de vote pur, on a quand même cette possibilité-là. Et quand on a des marges d'erreur aussi élevées, parce que 1,3 points, voilà, l'idéal pour moi, c'est 10 000 personnes. 10 000 personnes, on a une marge d'erreur qui est réduite. Ne me demandez surtout pas comment est-ce que tout ça s'est calculé. C'est fait avec des algorithmes qui, en général, ils sont assez fiables. Enfin, ils ne sont pas fiables pour déterminer les résultats des élections législatives en 2024 en France. Ils sont fiables pour déterminer une marge d'erreur à partir d'un échantillon de personnes interrogées. Donc voilà, c'est quelque chose qui est utilisé, ça se base sur la loi des probabilités, sur un tas de lois en statistique. Alors, on va venir maintenant à la répartition de l'Assemblée nationale, et c'est là où c'est intéressant. Vous avez très sûrement, il y a de très fortes chances que si vous suivez toute cette histoire d'élection, que vous ayez vu cette image. Puisque cette image, c'était le premier sondage en fait qui plaçait le Rassemblement national non seulement en tête, mais dans l'alliance avec M. Ciotti, qui le plaçait en majorité absolue. Donc on a cette possibilité que le RN et l'alliance Éric Ciotti, je crois que le micro-parti s'appelle les Amis d'Éric Ciotti, pas très judicieux comme nom, il aurait pu choisir mieux que ça. Donc on a ces deux formations politiques et des formations politiques qui sont également à droite, donc typiquement les souverainistes, les autres, les reconquêtes. Eux, au total, ils pourraient avoir une majorité absolue, ce qui fait que, bien évidemment, celui qui... le camp national a tendance à être moins partisan sur des questions de politique politicienne pure que la gauche. Je sais que c'est pas très judicieux de dire ça, étant donné qu'aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qui est arrivé. Mais généralement, ce que j'ai observé, c'est que, voilà, si jamais il y a des difficultés au NFP qui finissent par faire scission, ils voudront pas voter pour le même Premier ministre, ce qui ne sera pas la même chose pour le camp nationaliste. Et je pense que les nationaux, ils vont voter par nécessité d'après eux pour Monsieur Jordan Bardella en tant que premier. Enfin, voter. Enfin, ils vont soutenir en tout cas. Ils vont pas s'opposer. Ils vont pas faire une motion de censure si c'est Monsieur Jordan Bardella qui est choisi par le président de la République pour être Premier ministre. Donc voilà. On a tous ces éléments. Donc on a le RN, l'Alliance, et honnêtement, ce sondage, je ne pense pas réellement qu'il est très représentatif parce que je trouve ça bizarre que le vote du RN augmente autant d'un sondage à l'autre. Et le NFP, il augmentait, ensuite il baissait. Voilà, on peut essayer de trouver un semblant de correct dans, on va dire, de représentativité. On peut essayer de trouver un semblant de représentativité en faisant une moyenne de ces sondages. Mais même en faisant une moyenne, en fait, tu fais des moyennes entre des données qui sont potentiellement erronées. Et même les sondages de Harris Interactive, en général, c'est 2000 personnes, puisque je les ai tous lus. Si je me souviens bien, c'est toujours 2000 personnes qui sont interrogées. 2000 personnes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Regardez tout le fossé qu'il y a entre une circonscription. Alors, leur méthode, elle est très bien parce qu'ils se basent sur des circonscriptions. C'est-à-dire ils prennent des circonscriptions au hasard, ils interrogent des gens là-dedans. Donc, on est quand même plus dans cette dynamique électorale que d'autres sondages qui se contentent tout simplement d'appeler les gens ou alors de leur transmettre des questionnaires par mail et de collecter les réponses. Non, on n'est pas ça. On n'est pas à ça. Mais quand même, on a en France, et je pense que c'est confirmé par la polarisation, on a en France des populations qui sont très 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 différentes aujourd'hui, qui sont de plus en plus différentes, qui sont de plus en plus divisées. C'est pour ça qu'on a autant de polarisation. Donc je pense qu'on peut s'attendre à des surprises. Le nouveau Front Populaire, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on le sous-estime de quelques points. Quand je dis qu'on le sous-estime, c'est vraiment de quelques points. C'est pas immense non plus, mais faut quand même peut-être s'y attendre. Et là, surtout, on aura je pense que la dynamique du Front Populaire, je pense qu'il se base beaucoup sur les gens qui ne veulent surtout pas, donc des populations, que ce soit des populations de grandes villes, des populations de cités, ils se basent sur cette crainte d'avoir le Rassemblement national. Ils l'admettent, ce n'est pas une critique, ils l'admettent dans leur communication. Ils veulent surtout éviter que le RN passe à Matignon, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on aura beaucoup plus de gens qui vont voter pour le NFP, et à l'inverse, il y a beaucoup plus de gens qui vont voter pour le RN, donc moins pour la majorité présidentielle. Il y a beaucoup plus de gens qui vont voter pour le RN parce que il y a
tous ces gens-là qui n'ont pas voté pendant des décennies, bah, d'un coup, ils vont voter pour en tant que protestation, pour dire, voilà, on en a marre des politicards qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ont cette langue de bois, voilà. Donc typiquement, ça va être, je crois, des gens qui sont d'accord avec le discours de Zemmour, mais qui vont voter par vote utile, qui vont voter pour le Rassemblement national. Voilà. Donc on a fait le tour de cette question de sondage. Dites-moi, encore une fois, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il faut, pour le droit de vote, est-ce que vous pensez qu'il faut l'abaisser ou le rehausser? Dites-moi ce que vous en pensez. À part ça, si vous avez des idées de vidéos, de sujets que je pourrais traiter dans mes vidéos, c'est en commentaire que ça se passe, ou alors vous pouvez me contacter sur Instagram. C'est sur Instagram généralement où je réponds le plus, parce que j'ai plus accès à mon compte Twitter. Mon compte TikTok, je reçois pas tous les messages, donc vraiment c'est sur Instagram qu'il faut me contacter, ou alors tout simplement en commentaire. De toute façon, c'est de plus en plus difficile, mais j'ai encore le luxe, Dieu merci, j'ai encore le luxe de pouvoir lire tous les commentaires et répondre à quelques-uns quand j'en ai le temps. Mais c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, voilà, je peux encore lire tous les commentaires, donc si vous avez des suggestions de vidéos, encore une fois, c'est en zone commentaire que ça se passe. On se dit à demain pour la prochaine vidéo, et surtout, ne ratez pas le live, donc le direct, le 30, pour qu'on puisse analyser les résultats, en parler. Voilà. Donc, si vous voulez regarder une émission qui a un rapport avec ça, une émission de discussion qui a un rapport avec les élections sans avoir à vous taper la connerie et la médiocrité des chaînes de télévision nationale, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. De toute façon, contrairement à tout le reste, c'est gratuit. Alors, j'essaierai de pas placer de publicité parce que bon, ça serait un petit peu malhonnête de ma part. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!